Moi, je vais vous faire une petite présentation déjà du climat. Quelques diapos pour voir si effectivement le changement climatique est une véritable problématique ou pas. Donc là, vous avez une grande série de 1883 à 2015 de la station de Dijon, une série de données de température moyenne annuelle. Donc comme ça peut sembler, on pourrait penser qu'il y a une évolution quand on voit la fin de courbe qui est quand même assez raide. Alors pour en être sûr, il existe des tests statistiques qui permettent de mettre en évidence soit des ruptures dans les séries temporelles comme ça, et éventuellement des tendances. Alors je ne vais pas vous expliquer exactement, je ne vais pas vous gaver avec des statistiques, mais c'est un peu intéressant de voir ce que ça donne. Donc ça s'appelle un test de Pettit, et vous voyez qu'ici vous avez une ligne rouge qui vous donne la première série de tendances, et la deuxième petite ligne verte sur la série de données. Il est où le pointeur au bout? Voilà. Ici, vous avez la première série de données, et ici la deuxième série de données, et ici la rupture qui est mise effectivement en évidence par ce test statistique. Et là, on a l'année 1987 qui indique la rupture climatique au niveau des températures. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler, 87-88, c'est ce qu'on appelle la rupture climatique. Elle est là. Donc, ce qui fait qu'après, si vous voulez, statistiquement, on a le droit de mettre une courbe avec une évolution qui était quand même assez peu importante. Et ici, vous voyez que l'évolution est quand même très marquée. La Terre a toujours connu des changements climatiques, que ce soit des réchauffements, des refroidissements, mais la problématique de ce réchauffement-là, c'est qu'il est extrêmement rapide, puisqu'on a en moyenne, je vous le montrerai après, quand même 1,2, on a pris 1,2 degré depuis 1987, en moyenne. Donc c'est pas négligeable. Et ça se retrouve aussi bien sur les températures minimales. Oh mince, je me trompe comment on revient en arrière? J'ai trouvé. Ça se voit aussi bien sur les températures minimales que les températures moyennes, que les températures maximales, avec des impacts plus ou moins importants selon les paramètres. Après, au niveau des précipitations, vous avez à peu près la même série. Alors, on commence qu'à 1940, mais c'est déjà quand même pas mal. Il n'y a pas de grande tendance particulière, si ce n'est qu'a priori, il y a un petit peu plus d'eau, mais on verra comment elle se répartit. Elle se répartit surtout différemment. Là, je vais vous présenter les résultats d'une étude faite par un étudiant du Centre de climatologie de Dijon, qui s'appelait Cédric Cuchia en 2008, où il a fait une étude par saison, la saisonnalité, les températures minimales, maximales et la répartition des précipitations entre l'avant 87 et l'après 87. D'accord? Donc là, sur cette série de graphiques, vous avez donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, en allant de gauche à droite et de haut en bas. Et les petits carrés, donc jaune, vous avez plus 8 degrés de différence entre les deux périodes, orange plus 1,1 et rouge plus 1,4. Donc c'est très visuel, vous voyez que l'hiver, globalement, on a plus de carrés rouges et orange, donc on a quand même globalement des hivers un peu plus doux, même sur les températures minimales un petit peu plus élevées, de même qu'au printemps, en été et un petit peu en automne, mais c'est pas là où c'est forcément le plus marqué. Sur les températures maximales, la différence se voit bien, la rupture se voit bien en termes de saisonnalité, notamment au printemps, où là, carrément, on a des printemps qui sont quand même beaucoup plus chauds désormais que d'avant 87, on va dire. Et vous remarquerez aussi que la saison automne est celle qui est globalement la moins impactée au niveau des températures maximales. Il a fait ce même travail sur les précipitations. Donc, les saisons, on va dire, les plus impactées, c'est quand même globalement le printemps, c'est-à-dire mars, avril, mai. C'est le deuxième, c'est ce graphique-là, où globalement, on a quand même un déficit des précipitations. Et là, par contre, c'est l'automne qui est le plus impacté sur les précipitations, avec des automnes beaucoup plus pluvieux. C'est ce graphique-là. D'accord ? Donc, voilà, ça c'était quelques éléments, on va dire, de paramètres climatiques pour vous montrer qu'effectivement, il y a quand même un changement qui n'est pas négligeable. Alors après, ces changements au niveau climatique ont-ils un impact sur le cycle de la vigne? C'est la question qu'on peut se poser. Donc on va prendre les différents stades de la vigne et voir si effectivement, à partir des données que l'on a, on a des ruptures climatiques du même type ou pas. Donc en commençant par le stade de débourrement, donc on parle mi-débourrement, c'est 50% de bourgeons au stade pointe verte, la petite pointe verte qui en fait est rouge. Donc là on a des données, on a une série de données qui commence dans les années 65,
grâce aux notations qui avaient été effectuées par le SRAL à l'époque et qui ont été complétées par nos observations par la suite. Donc sur ce type de graphique, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment une grosse tendance. Par contre, quand on applique les tests statistiques dont je vous ai parlé au départ, eh bien on obtient ceci. C'est-à-dire qu'effectivement, on trouve une rupture dans les notations d'ébourement. Bon, alors elle n'est pas en 87, elle est en 88. Bon, enfin bon, on n'est pas très loin, on va dire. Et l'avant 88, le débourrement moyen se situait plutôt vers le 19 avril et désormais il intervient plutôt le 12 avril, ce qui fait qu'on a une avance moyenne de 7, un peu plus de 7 jours sur les stades des débourrements. Le stade mi-floraison, donc mi-floraison c'est 50% de fleurs ouvertes. Pareil, donc là on a l'impression quand même qu'il y a une petite tendance et effectivement quand on fait ce fameux test, on l'a toujours. Donc l'occurrence du stade mi-floraison qui était au préalable plutôt vers le 19 juin se situe désormais plutôt au 8 juin. Donc on a gagné environ 12 jours. Stade fermeture de la grappe qui est aussi un stade important. Donc là la tendance est un peu plus nette visuellement sur cette courbe. Et on retrouve sur ce fameux test aussi cette rupture en 88, avec une occurrence du stade plutôt maintenant, début juillet, on va dire, le 8, vers environ le 8 en moyenne, comparativement au 20 précédemment. Donc pareil, une avance de un peu plus de 12 jours. Le stade mi-véraison, idem, rupture en 87, donc avec une occurrence plutôt maintenant, on va dire, dans la première quinzaine d'août, vers le 12 août, comparativement à avant, où c'était plutôt vers le 21 août, c'est-à-dire plutôt dans la deuxième quinzaine. Et enfin, la récolte. Donc là, on se base sur les bancs de vendange, pas sur les dates de récolte, parce qu'elles peuvent être très variables selon les domaines, n'est-ce pas ? Donc, alors sachant que sur les dernières dates, c'est des dates moyennes de récolte, puisqu'il n'y a plus de bancs, donc qui ont été estimées dates des premières vendanges, quoi. Donc là, pareil, sur cette série, on trouve également une rupture en 87. Bon, je pense que vous l'avez tous plus ou moins remarqué, on vendange quand même globalement plus tôt qu'auparavant, puisque avant 87, c'était plutôt vers la fin septembre, la date moyenne des vendanges, et maintenant on est plutôt vers la mi-septembre, quoi. Donc une avance d'une quinzaine de jours quand même sur les dates de récolte. Donc tout ça, c'est pas négligeable. Et enfin, sur la maturité, alors là, les séries, par contre, sont plus restreintes. On ne remonte pas aux années 60. Je n'ai pas de données depuis les années 60. Je remonte, dans le meilleur des cas, avec les données des syndicats en 81. Mais je n'ai pas toutes les données. Enfin bon, voilà, en 86, pour avoir des données de sucre et d'acidité complètes sur ces millésimes. Donc là, pour faire des tests statistiques, c'est plus difficile, parce qu'on est proche de la rupture, donc on ne voit rien. Par contre, je vous ai fait un petit graphique là, dont je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants. Vous avez ici les teneurs en sucre et l'acidité totale à l'approche de la récolte. D'accord ? Et donc chaque point représente, alors les points bleus c'est pour le chardonnay, les points rouges c'est pour le pinot noir. Chaque point représente une année. Et donc vous avez, voilà, c'est fini ça. Donc là vous avez toutes les données depuis 1986. Donc là on voit bien les années, on va dire les années 90. Donc des teneurs en sucre pas forcément très élevées et des grosses acidités. Et là, vous avez un trio, enfin pas un trio, mais il y a 5 millésimes qui sont quand même relativement précoces et surtout avec des fortes maturités globalement. Donc 2015, quand même, qui tient le pompon, du coup. On n'a jamais atteint un niveau de maturité aussi important par rapport à l'année dernière. Vous allez retrouver 2009, 2005, 2011, 2006. D'accord ? Donc ça fait quand même plus de la moitié de millésime sur 2 dans la dernière décennie où on arrive à atteindre quand même des potentiels œnologiques de raisins qui sont plus que satisfaisants, on va dire. Donc pour conclure, je dirais que les impacts du changement climatique sont déjà perceptibles, à la fois sur la climatologie, sur la phénologie de la vigne, sur la maturité aussi, mais il ne faut pas oublier non plus la variabilité interannuelle. C'est-à-dire que 2015, on ne connaîtra pas tous les ans. On pourra retrouver un 2014 ou un 2013 ou un autre millésime. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une variabilité interannuelle, mais on a quand même une tendance générale à une avance en termes de phénologie et de maturité. Et j'aurais tendance à dire de bien garder les années 2003 et 2015 en mémoire, qui pourraient être des années quand même globalement assez représentatives du climat potentiel à venir. Voilà, je vous remercie.